évolue avec le temps, hein, ce qui est valable. Nouvelle génération, ces acteurs en pleine transformation, passés de vendeurs de copieurs à intégrateurs de solutions numériques. Enfin bon, n'allons pas plus vite que la musique. Toutefois, notre invité pour cette séquence, François Bard, bonjour. Bonjour Thierry. Alors vous êtes directeur commercial des ventes indirectes chez Destiny. Absolument. Ça me rappelle une petite chanson, un éditeur-opérateur qui a choisi de miser sur l'agilité, l'indirect et les usages avant tout. Alors François, le marché des télécoms B2B se transforme à grande vitesse, le fixe décline, le mobile domine, Teams s'impose. Qu'est-ce qui tire cette mutation? Je pense les nouveaux usages, prioritairement. La Covid a entériné l'accès au télétravail. De plus en plus d'entreprises ont accès au flex office, c'est-à-dire que dans les bureaux, on peut s'asseoir où on veut, du moment qu'on a du Wi-Fi et une prise électrique. On sait travailler, on a cette agilité. Il y a aussi beaucoup de besoins sur la partie mobile first, c'est-à-dire l'utilisateur connecté, quel que soit son device. C'est vrai qu'on a quand même l'impression que la téléphonie devient un simple service digital, parmi d'autres. Tout à fait, la téléphonie, c'est devenu de l'informatique. Même les IPBX aujourd'hui, c'est de l'informatique. Il n'y a plus de téléphonie a priori. C'est vraiment de la téléphonie qui est embarquée dans l'informatique, et ce qui ferait écho évidemment avec le sujet du jour sur la mutation des bureauticiens. Et justement, ces bureauticiens, comme on les appelait, ils suivent, ils évoluent, ou ils peinent à sortir de leur modèle économique? Non, je pense qu'ils ont évolué, et dans le bon sens. Si on se rappelle ce qu'était un bureauticien, des solutions d'impression, de la GED, du matériel, et puis de la maintenance, c'était ça, le modèle bureauticien. Avec une approche de proximité, souvent des acteurs régionaux, au plus près des clients. Il ne faut pas oublier que ces gens-là ont au bout de leur stylo le contrat du client, et ça change beaucoup de choses dans la valeur et dans la chaîne de valeur. Et ils ont évolué, ils ont aussi vendu des suites Office, ils ont commencé à vendre aussi de plus en plus de logiciels et de produits à forte valeur ajoutée. Finalement, on passe du copieur au copilote, non ? À peu près. Alors, chez Destiny, vous êtes à la fois éditeur de solutions logicielles, opérateur, et vous contrôlez aussi la chaîne de distribution, c'est ça? En fait, en France, Destiny s'occupe d'à peu près 1300, 1400 partenaires au quotidien. J'ai une équipe d'une trentaine de collaborateurs qui sont à leur service. Et dans ce panel de partenaires, on va retrouver des MSP++, ça va être difficile, on ne va pas rentrer dans une définition parfaite de cela, mais beaucoup de bureauticiens sont effectivement devenus MSP et aujourd'hui revendent des offres à forte valeur ajoutée. Et le fil conducteur pour Destiny, c'est cette approche innovante du suivi de la valeur. Alors, ça vous donc permet de répondre plus vite aux besoins spécifiques de vos partenaires, donc d'innover plus vite? C'est cela. Le statut et la place qu'occupe Destiny dans notre écosystème est un peu particulière. Nous sommes éditeurs-opérateurs, vous l'avez rappelé, ce qui nous permet de maîtriser 100% de cette chaîne de valeur et sans couture. Ça permet aussi de mettre en avant les brevets que nous développons, ceux que nous avons aussi acquis, et de proposer des solutions, j'en ai une en tête évidemment, une solution qui est cloud native et qui va permettre, dans le cloud, de mettre alors on va pas mal de choses. Alors on revient un petit peu sur ces partenaires, 1500 acteurs, exclusivement en indirect. Alors c'est un choix fort. Oui. Est-ce qu'on peut dire que votre réseau, c'est votre force? Absolument. Il n'y a pas que ça, il y a la proposition de valeur également pour venir sur ces partenaires. Oui, puis vous venez de l'évoquer, cette fameuse solution cloud native. Tout à fait. Alors c'est du flexible, alors j'aime bien, c'est à demi-mesure. D'ailleurs, pourquoi ce terme? Pourquoi ce terme? Parce que je pense qu'il faut respecter tous les usages, on n'est pas obligé d'opposer les modèles. Il y aura encore pendant quelques temps, et peut-être pour toujours, je n'en sais rien, un poste fixe avec un fil sur un bureau. Mais il va falloir traiter, et ce n'est pas de l'opposition, il faut être capable de traiter les nouveaux usages. Aujourd'hui, il y a 13 millions d'utilisateurs dans Teams, on ne peut pas les ignorer, ce n'est pas possible. La valeur est passée de
du lien Internet sur le tenant Microsoft. Alors justement, il faut prendre compte. Restons quand même en contact avec ses partenaires. Oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour un revendeur ou un intégrateur? Pour intéresser un intégrateur, il faut lui proposer quelque chose de très simple et quelque chose qui a du sens. Cet intégrateur, il le voit, l'évolution des usages, puisqu'il y participe. Il a participé à la digitalisation de ses clients. Là, il a compris qu'il avait quelque chose à faire et qu'on pouvait créer à nouveau de la valeur sur ce qu'il a mis en place. Et cette valeur, en fin de compte, elle est assez simple pour lui parce que c'est un cross-sell. Ce partenaire va devenir le one-stop shopper, hein, le fournisseur unique de son client. Et c'est ça qui est attendu aujourd'hui par les usagers. Donc une nouvelle définition des rôles. Alors c'est ni du sur-mesure, ni du prêt-à-porter, mais donc du semi-tailor, hein, on pourrait appeler ça de la demi-mesure. Alors quand on parle d'intégration à Teams, hein, de convergence fixe mobile, de lien avec les CRM, donc c'est le client qui dicte les usages, hein, et donc c'est vous qui amenez une vision quand même quelque part. Oui, bien sûr. On est en permanence en train de développer des réponses à ces nouveaux usages-là. Il faut comprendre que l'utilisateur, aujourd'hui, il a accès et il travaille via des outils. L'objectif est surtout pas de démultiplier le nombre d'outils, mais au contraire d'enrichir l'outil qu'ils utilisent. Et c'est ça la proposition de valeur de notre côté éditeur, c'est de proposer des solutions qui vont s'intégrer nativement, j'ai bien dit nativement, sans surcouche, sans dépendance à la data, avec vraiment un cloud intelligent où tout se passe et descend par la connectivité de notre choix. Ça veut dire pas de softphone. Votre softphone, c'est Teams. Pourquoi est-ce que lorsque je collabore avec mes collègues et que je suis en télétravail, je dois sortir de Teams pour émettre un appel? C'est frustrant, on perd du temps, on perd des clics, et à l'heure de l'IA, c'est pas bon de perdre des clics. Donc, on essaye de réduire et d'intégrer complètement ces solutions pour plus d'agilité au niveau de l'utilisateur. Alors, la petite question quand même, vous êtes en avance sur ce que veulent les utilisateurs ou au contraire, vous collez à la demande en temps réel? Comment est-ce qu'on peut... C'est ça l'exercice qui n'est pas simple, mais je pense qu'on s'en tire pas trop mal jusqu'à aujourd'hui, puisque, encore une fois, on est capable de contenter tous les usages de téléphonie, enfin de communication, qu'elles soient intégrées dans Teams, mais pas forcément. Dans une entreprise, il y a des gens qui n'ont pas besoin de Teams, qui ont besoin d'une mobilité, d'une agilité, qui ont un mobile au bout de la main en permanence et qui doivent, sur ce device-là, qui est en train de prendre une place très très importante dans notre écosystème, je vous rappelle que 75% des appels sont émis depuis un mobile. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a un poids très très fort là-dessus. Je ne parle même pas des nouvelles générations qui arrivent sur le marché et qui vont, à ce moment-là, arriver en disant « mais moi, aucune surcouche sur mon smartphone, c'est ma troisième main ». Donc ils vont vouloir garder cette approche-là. Donc il faut répondre à ces approches de mobilité, d'intégration d'outils, et puis aussi ne pas mettre au rebut le post-accueil parce que il est utile. Donc on essaye de mixer. Alors, il est utile, pas pour longtemps encore. Bon, j'ai essayé l'autre jour de répondre à une cabine téléphonique, j'ai attendu longtemps. Alors, vous êtes en avance, effectivement, on le voit sur, un petit peu sur ce que veulent. Les utilisateurs, il faut anticiper. Alors, on va revenir quand même côté distribution. 3 modèles, hein, j'essaie de comprendre, hein. Un décryptage, agent, opérateur, revendeur Microsoft. En fin de compte, c'est une approche mode dealer de votre réseau que vous proposez. En fait, on essaye d'adresser des go-to-market différents. Ce n'est pas la même proposition de valeur lorsque vous êtes un pur revendeur Microsoft, que vous n'avez jamais mis les mains dans la téléphonie ou dans les accès Internet, etc. On ne peut pas demander à ces intégrateurs-là, à ces MSP-là, de vouloir, de maîtriser nos outils. On a une marketplace, c'est ce qui fait aussi la proposition de valeur de Destiny. Et cet outil permet à nos opérateurs et nos ambassadeurs d'aller chercher leurs offres sur notre marketplace. En fin de compte, on ne vend plus un produit, on vend un positionnement dans l'écosystème, non? Oui, on vend en tout cas pour la partie revendeurs Microsoft, et ils sont nombreux, hein. Il y en a chez les bureauticiens, il y en a un peu partout, il y a des gens qui font que du Microsoft, etc. Ce qu'on leur vend, c'est une expérience fluide, parce qu'ils ont besoin de cette simplicité. Ils vont faire du cross-sell, hein, ils vont augmenter, ils vont diversifier leurs revenus, chez un client qu'ils ont déjà, à qui ils ont
vendu un certain nombre de prestations et le client se sent en sécurité avec ce prestataire. Il est important de pouvoir avoir une solution simple, qui soit du cross-sell. Je n'ai pas besoin de revendre, j'explique juste à mon client existant quel gain il a, d'accord ? Comment j'adresse ces nouveaux usages. Et ça permet, de diversifier et surtout d'augmenter le panier moyen, parce que là, on rentre dans... C'est la clé. Alors, parlons maintenant de l'accompagnement des partenaires, si vous le voulez bien. Absolument. Alors, former le réseau, c'est clé. Hein. Beaucoup de partenaires ont encore une culture produit. Comment vous les aidez justement à passer à une logique d'usage ? Alors, on a une cellule importante qui est clé dans le succès de Destiny, qui est l'onboarding de nos partenaires. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on segmente tous ces canaux. D'accord. Alors, concrètement, vous leur donnez quoi ? Des outils, des scénarios d'usage, du support avant-vente ? Absolument. Il y a énormément d'accompagnement. Il y a toute une partie de la formation qui est en e-learning pour plus de rapidité et d'agilité. Ensuite, il y a un accompagnement quasi physique avec des avant-ventes, avec des experts qui viennent les accompagner sur leur première vente, essayer de leur donner 2-3 tips pour qu'ils soient encore plus agiles dans les déploiements. On essaye d'être un maximum zero touch provisioning, c'est ce que permet notre brevet et permet à un vendeur Microsoft en un clic délivrer le service. Donc cet accompagnement est très important et évidemment il est associé avec, je dirais, une rémunération intéressante puisqu'on est en train de créer de la valeur. On refuse de rentrer dans cette guerre des prix fratricide. Certains produits télécoms sont devenus une commodité. Ça veut dire qu'on en a besoin, c'est un must-have, mais ça n'a plus de valeur. C'est-à-dire que si on parle de la fibre optique, elle a été divisée par... Alors on va y revenir. Alors pour les nouveaux entrants, juste comme ça d'un mot, notamment les revendeurs Microsoft, oui. C'est plus facile ou le choc culturel est le même ? Non, c'est beaucoup plus facile parce qu'on ne parle que d'usage, pas de fonctionnalité. Alors aujourd'hui, on vient de l'évoquer, le mobile capte 75% des appels pro. Hein. Oui. Bon, c'est fini le temps du combiné fixe sur le bureau. Et ça, il faut vraiment l'imprimer ? Il faut l'anticiper. J'essaye de faire... Enfin, nous essayons d'éduquer le marché. On a été très avant-gardistes. D'ailleurs, on a poussé ces solutions de mobile first bien avant que le marché le fasse. Et ça n'a pas été un chemin sans embûches. Mais aujourd'hui, on voit cet usage progresser chez moi et chez mes concurrents. Le marché demande du mobile. Les meilleures ventes, enfin le produit qui se vend le mieux aujourd'hui, c'est du mobile. La différence, c'est qu'il faut savoir livrer une approche mobile intelligente, voire très intelligente, c'est-à-dire connectée, cloud, etc. Alors, donc il reste des cas d'usage spécifiques où le fixe garde justement un rôle ? Le fixe, il est en train d'être noyé et sur des sociétés... alors, évidemment, si on regarde la segmentation des clients qui sont au bout, un artisan n'a pas forcément besoin de Teams. En revanche, il va avoir besoin d'une téléphonie. Mais est-ce qu'elle est fixe ? Non, le mobile va remplacer cet usage également. Voilà, donc Teams est devenu le centre névralgique de la communication professionnelle. Absolument. Et il va permettre à nos partenaires, d'ailleurs, d'aller chercher des clients avec un nombre d'utilisateurs bien supérieur à ce qu'ils ont aujourd'hui, parce qu'il y a un vide sidéral dans l'offre cloud native chez les grands opérateurs. Alors donc, on va dire que l'interface est devenue le nouveau standard téléphonique. Alors si on se projette à 2-3 ans, allez, l'IA, les copilotes, les prompts, comment ça va bouleverser vos offres ? Vos partenaires sont prêts ? Bien sûr, bien sûr. Sans même parler des revendeurs Microsoft. Aujourd'hui, l'IA s'impose et celui qui tourne la page prend un risque. Donc le point là-dessus, c'est de pouvoir intégrer un écosystème, l'écosystème du client, en intégrant une brique de besoin, comme la voix, qu'elle soit mobile, fixe ou autre, d'intégrer cela dans un outil qui va également apporter de l'IA, mais nous sommes en train, évidemment, de travailler énormément sur ce sujet-là. Et je pense que fin d'année ou début d'année prochaine, nous aurons aussi des briques d'IA sur nos solutions cloud. Donc l'orchestration intelligente, c'est le futur de la com unifiée. Alors donc, fin du cuivre, banalisation de la fibre, disparition des minutes. Est-ce que tout le monde est prêt à vivre sans revenus récurrents traditionnels ? Ils vont migrer, ces revenus récurrents. Vous faites allusion au financement des postes fixes, notamment. Rémunération ô combien importante. Je rappelle qu'un casque audio de qualité est à peu près du même ordre de prix
que des postes fixes et ils vont permettre aussi à nos revendeurs de pouvoir apporter ce matériel et sa maintenance. Donc la valeur n'est plus dans le tuyau, elle est bien dans la manière de faire parler les tuyaux entre eux. C'est cela. La voix restera encore longtemps chez l'humain le moyen de communication le plus rapide. Et on le retrouve à chaque évolution du marché depuis des milliers d'années. On voit que la voix n'a pas été remplacée. Alors elle va l'être un petit peu avec l'IA, mais en tout cas les humains vont continuer de communiquer par cela. Donc il faut intégrer cette voix dans tous les outils innovants et différenciants. Merci François Bard pour cet échange passionnant, hein, le message est clair. Les anciens bureauticiens doivent apprendre à jouer une partition nouvelle, celle de l'usage, hein, de la convergence et de la valeur créée sur mesure. On va justement continuer à explorer ces transitions dans le numérique professionnel. Je repasse donc la main à Johan Armand pour une nouvelle table ronde où l'on parlera de comment réussir sa transition vers le numérique. Restez avec nous, la suite promet d'être tout aussi riche.